jusqu'au mois de septembre. Ici, dans cette salle, vous êtes entouré de gouache, plus particulièrement. Et dans l'espace aviéral, vous avez un mélange de gravure et de gouache. Je vais laisser la parole à Yvon Lebras, qui connaît très bien Yves Doiré. On peut dire qu'ils sont devenus amis, je pense. Yvon Lebras est historien d'art et va nous faire découvrir le peintre, le graveur et son œuvre. Oui, voilà. Je vais essayer modestement et rapidement, de manière un petit peu instructive, certes oui, mais décontractée et informelle, vous parler un petit peu du travail d'Yves Doiré, que vous connaissez peut-être un petit peu de réputation. Alors, moi tout simplement parce que je fréquente l'atelier d'Yves depuis déjà pas mal de temps, et à ce titre j'ai commis quelques livres sur son œuvre. Alors pas moi tout seul d'ailleurs, en tout cas un livre sur les carnets d'atelier d'Yves Doiré. Et puis ensuite un catalogue raisonné. J'ai participé à ce catalogue raisonné, et l'essentiel du travail, le récollement, a été fait par monsieur Didier Mazurou, qui est présent là dans la salle et qui est aussi un vieil ami, complice et artiste d'Yves Doiré. Alors, présenter un artiste, c'est à la fois simple et compliqué, parce que je ne sais jamais quel est le public auquel je vais m'adresser. Quelquefois, ce sont des amis et des proches, donc ils connaissent déjà tout de l'artiste. Et inversement, ça peut être aussi, et c'est peut-être le cas, des personnes qui découvrent Yves, et donc dans ce cas-là, je suis obligé peut-être de remonter un petit peu en arrière, quitte à me répéter, quitte malheureusement pour ceux qui le connaissent, à déjà entendre des choses que vous connaissez. Donc là, merci d'avoir répondu à l'invitation de la galerie, merci d'être fidèle au travail d'Yves, et ce travail-là qui est présenté, c'est essentiellement un travail de peinture, et plus précisément des gouaches, qui sont produites depuis 5 ans dans l'atelier, que j'apprécie moi personnellement beaucoup. Je les trouve très particulières, ô combien déstabilisantes. Il y a quelque chose de très fort et de singulier dans ce travail, et donc je suis content qu'ils soient enfin exposés. Mais à l'origine, Yves n'est pas peintre, c'est d'abord et avant tout un graveur. Alors je vais retracer, si vous voulez, assez rapidement son parcours, son itinéraire. Il débute en quelque sorte, ou il entre dans la carrière en tant que graveur, et entre 1970 et 1990, il pratique quasiment exclusivement la gravure, et c'est un travail sur cuivre pour l'essentiel. On le rattache alors à un mouvement, celui des artistes visionnaires. Alors un mouvement dont l'identité pose un petit peu problème, ou soulève souvent des questions, des débats. Tout simplement parce que les artistes eux-mêmes sont quelquefois surpris de constater qu'ils ont été intégrés à cette famille. Débat parce que c'est une école ou un mouvement dont on a mal délimité un petit peu la géographie. En fait, pour faire simple, si vous voulez, cette appellation d'école visionnaire, elle a été inventée d'abord et avant tout par des historiens d'art qui ont toujours un petit peu la fâcheuse tendance de vouloir tout ordonner, tout classer, parce que c'est pratique pour eux. Hein. Quoi qu'il en soit, pour des raisons pratiques, là, parce qu'on n'a pas le temps de remettre en cause, je dirais, le grand récit de l'histoire des formes, on va considérer qu'au départ, Yves a été artiste visionnaire. Alors, artiste visionnaire dans les années 70, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie des artistes qui pratiquent quasiment exclusivement la gravure, et le dessin, mais surtout la gravure, des artistes qui sont passionnés par la lumière du noir, des artistes qui aiment bien les constructions, on va dire, instables, exagérées, et les figures anamorphosées, des artistes qui aiment bien jouer avec le corps, c'est toujours d'actualité pour Yves Doiré, vous le constatez, et jouer avec le corps un petit peu à la manière d'un artiste ou d'artiste écarisseur, d'une sorte de démiurge un petit peu, on va dire,
démiurge un petit peu déraisonné et affolé, et ces corps, il les métamorphose et il en fait des objets plastiques à la fois grotesques et monstrueux, et c'est toujours le cas. Et puis un artiste visionnaire, c'est quelqu'un qui propose une image sombre, je dirais métaphysiquement inquiète. Hein. Alors dans ce domaine précis du cuivre, Yves il a apporté quelque chose de singulier, dirais-je, d'étonnant. Il a posé comme principe de création, je dirais, une dynamique et un paradoxe, celui d'une destruction-création. Il a entretenu de la sorte je dirais, une émeute un petit peu permanente des formes, et il en découle un procès prolongé de l'œuvre, la multiplication, comme dirais-je, des états, pour ceux qui connaissent la gravure, et donc toujours un aboutissement différé, un petit peu à la manière d'une improvisation musicale. Alors, au tournant des années 90, Yves va un petit peu délaisser le cuivre au profit du bois. Ça lui permet de définir une expression, on va dire, franche, brutale, et je dirais d'aboutir à une sorte de formule abréviative et jaillissante, ce qu'il appelle le corps totémique. Voilà. Et il en reste des choses aussi dans ce travail qui est derrière moi. Un corps totémique en fait, qui révèle totalement ses potentialités plastiques quand il est exposé dans des lieux appropriés idoines, monumentaux, hein, puisque ce sont des grandes gravures sur bois. Ça a notamment été le cas au Musée des Beaux-Arts de Quimper, ça a été le cas au Musée des Beaux-Arts de Soissons, ça a été le cas au Musée d'art graphique d'Issoudun, et ça a été le cas aussi à la chapelle des Ursulines de Quimperlé. Hein. J'avance un petit peu dans le temps, nous sommes aux alentours des années 2000, tu continues à pratiquer le bois, tu arrêtes définitivement quasiment le cuivre, et tu es soucieux de découvrir la peinture. C'est un moment un petit peu délicat pour toi, parce que tu dois te prouver à toi-même que tu es capable de maîtriser ce médium, tu dois apprendre à transposer comment dire, tout ton vocabulaire formel dans un espace plus large, et tu dois apprendre aussi à maîtriser les couleurs. Jusqu'alors tu étais dans le noir et blanc, forcément c'est beaucoup de choses nouvelles. Ta peinture est pendant quelques temps, je dirais, tâtonnante. Elle hésite entre deux façons, une figuration débridée, multiple, et une figuration plus synthétique. Et ces deux manières en fait vont se rapprocher progressivement et se rapprochent encore actuellement, justement par le biais de la gouache. Hein. Et cette gouache, en fait, c'est un exercice et une pratique régulière maintenant depuis 5 ans. C'est quelque chose qui te convient merveilleusement. Hein. Souvent, je te l'ai dit, je te l'ai répété dans l'atelier. Et pour ma part, je trouve que c'est une image absolument étonnante. Alors, étonnante parce qu'il y a dans cette image quelque chose, je dirais, qui participe du jamais vu, de l'invu. Une image à nulle autre pareille, qui t'appartient véritablement. Et c'est très rare dans le cadre de la production artistique. Hein. Alors, des formes, oui, comment dire, vitupérantes, des formes foutraques de guingois, qui célèbrent, comme vous pouvez le constater, je dirais les merveilles et les prodiges de la nature, à savoir un corps monstrueux, à savoir des êtres hybrides et sublimes parce que tout à la fois effrayants et fascinants par leur beauté subjugante et déplaisante, ou tout simplement aussi ce que j'appelle des objets plastiques douloureux, dirais-je, et cruels que tu nous soumets. Dans tous les cas, tous ces éléments participent d'un imaginaire, c'est très compliqué, très compliqué à travailler, un imaginaire saugrenu qui n'a pas de limite. Ici, je dirais l'impératif quand tu travailles, c'est gouache, c'est l'enchaînement, c'est le déroulement, dirais-je, des formes. Tu te dois d'être réactif pour toujours inventer des combinaisons corporelles et formelles nouvelles, au gré de tes humeurs, au gré du hasard, au gré des sollicitations, je dirais, du médium sans doute aussi. C'est un exercice ludique,
hein, voilà, de ne pas rester seulement sur une image un petit peu traumatisante et sombre, d'un corps trituré, manipulé. C'est une image ludique où chaque forme, comment dire, on est dans une espèce de contestation permanente de la forme constituée. Une forme est à peine posée qu'elle est déjà remise en cause. Et concernant ton travail, j'aime bien reprendre cette expression d'un historien d'art allemand un petit peu qu'on irait oublier. Ici, toutes les formes que vous voyez naissent de l'assassinat de la forme précédente. Hein. C'est une sorte de mécanique implacable et formicide. Mais j'ai tendance à croire que seul un artiste déjà un peu âgé, hein, pas trop, mais déjà un peu âgé, est capable comme ça de jouer avec les formes. C'est finalement très compliqué d'oublier ce que l'on connaît de la représentation. Je pense qu'en peinture, la jeunesse se conquiert très lentement et tillée. Alors, pour le critique d'art que je suis, c'est une gageure que cette heure. C'est-à-dire que je me dois de trouver justement, par rapport à ces formes totalement nouvelles, inédites, qu'on ne voit pas ailleurs, je me dois de trouver une dénomination juste et idoine. Et c'est absolument, comment dirais-je, passionnant. Ce qui est passionnant, c'est que cette image aussi suscite une sorte de narration, je dirais, inépuisable et infinie. Donc, forcément, pour celui qui aime écrire sur l'image ou à propos de l'image, c'est quelque chose de captivant. Donc, je dirais le danger pour moi, évidemment, enfin l'envie, c'est d'inventer une sorte de langue, parler le Douaré, et donc d'inventer, comme dirais-je, une langue nouvelle, d'être au plus près de l'œuvre. Mais en même temps, je dois garder une certaine distance, parce que je pense que ajouter ma subjectivité à celle de l'artiste n'apporterait pas, comme dirais-je, grand-chose. Donc une certaine distance, toujours pour essayer, je dirais, de distinguer l'esprit de ce travail, qui est une formativité permanente, et essayer de déterrer constamment le fil souterrain qui relie chacune de ces œuvres à l'histoire des formes. Voilà. Très bien. On va rajouter à tout ça. En tout cas, ton travail de réflexion sur la peinture m'intimide. Et merci à Marie-Josée Leclerc de m'accueillir ici dans cet endroit prestigieux. Et merci à vous tous d'avoir répondu à nos invitations pour l'exposition. Quelques mots avant par un petit verre quand même. On en a bien besoin. Quelques mots sur donc la façon peut-être de travailler. D'abord, c'est le plaisir qui me guide, si vous voulez, dans le travail de la gouache, ou le travail en peinture en général. Et ce plaisir, bien sûr, il est soumis, comment dire, on doit être prudent avec les choses qui nous font plaisir. C'est-à-dire qu'on doit réviser à chaque fois le travail qui est fait spontanément, et puis voir s'il tient, quoi. Et donc il faut le soumettre, disons, à quelque chose que l'on a aimé peut-être dans l'histoire de l'art, ou quelque chose qui peut rivaliser avec certains grands maîtres du XXe siècle, je ne sais pas, enfin qui pourrait rivaliser. Je n'ai pas l'ambition de le faire, mais enfin toujours on peut essayer, quoi. Voilà, donc ce plaisir de peindre, il peut aboutir très facilement à du cliché, à quelque chose d'assez facile, etc. Donc mon travail consiste à éviter le cliché, et puis continuer le travail, comment dire, en jugeant d'après peut-être les grands maîtres. Ce qui me conduit à revisiter quelquefois les grandes peintures, enfin les peintures que j'ai aimées dans les musées, et à jouer un petit peu d'une sorte d'anachronisme avec le passé. C'est-à-dire que
le vivant actuel, le vivant de tous les jours, rivalise avec des formes de l'histoire de l'art. Il y a quelque chose d'anachronique comme ça qui intervient dans le travail et que j'essaye de faire tenir ensemble. Voilà, j'avais peut-être encore quelque chose que j'avais noté. Je me permets de regarder. Alors, oui, c'est cette réflexion, comment dire, sur la peinture, ça correspond, disons, à un plaisir de se perdre dans l'histoire de l'art. Certains ont dit, comme Jean de Loisy par exemple, qu'on peut souhaiter à notre époque un art épuré, comme l'art des Cyclades. Mais je trouve que l'époque se prête assez bien par la générosité des images qui se succèdent et qui sont offertes à nous en permanence. L'époque se porte assez bien, enfin pour le peintre en tout cas, le porte à jouir d'une certaine ivresse, si vous voulez, des formes, une ivresse des images. Et c'est un petit peu dans ce travail dionysiaque, si vous voulez, que j'ai tendance à m'orienter. Parce qu'après tout, la peinture, on peut dire qu'elle naît de la peinture. La peinture, tout peintre peint à partir des peintres qu'il a aimés, à mon avis. Donc j'ai l'impression de jouer sur des registres d'émotions que l'on doit à la richesse du passé, et à convoquer sur le papier ou sur la toile à la fois la peinture que j'aime et la fragilité du vivant qui aujourd'hui se révèle par exemple les biotechnologies, des choses comme ça, pour tenter d'inventer un nouveau jeu formel sur le papier. Disons que mon interprétation de mes gouaches, qui est une interprétation très personnelle, est peut-être en relation, enfin, disons, je les mettrai en relation avec cette fragilité du vivant ou cette interrogation sur notre identité aujourd'hui, qui serait provoquée eh bien, par notre progrès scientifique, par exemple, par oui, une mondialisation inquiétante, peut-être quelque chose comme ça. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que ce serait un peu compliqué. Je préfère l'analyse de Yvon Lebras. Et terminé, quand j'ai retrouvé dans son travail, dans ce travail d'écriture sur les gouaches, que pour lui, mon travail se nourrit d'une relation tantôt vampiriste, tantôt iconoclaste et décalée, ou comique, avec l'histoire de la peinture, et sa réception anachronique dans le monde présent. Je résume, hein, ce n'est pas une citation textuelle, mais j'espère ne pas trahir en citant ça. Voilà, quoi qu'il en soit, c'est votre analyse à vous qui compte, ce n'est pas la mienne. Hein. Et quelle que soit votre analyse, elle sera bonne. Voilà, à condition qu'elle soit mêlée d'une certaine émotion. Merci beaucoup à tous les deux et nous allons boire un petit verre en votre honneur. Et ce qu'on m'a dit.